Nous allons totalement changer de sujet, maintenant. On était au Moyen et Proche-Orient, à parler de la situation évidemment, qui a tenu en haleine dans les médias, depuis quelques jours, c'est-à-dire la décapitation, du mouvement du Hezbollah et des conséquences, régionales, voire mondiales que ceci pourrait avoir. Et on remercie encore, Hassan Zenati, de nous avoir éclairés, dans le temps long, sur une séquence qui, car enfin tout ce qui arrive aujourd'hui, n'a pas débuté hier, loin s'en faut. Et justement, ce temps long, il nous fait dire, et c'était par rapport à ce que nous avons pu dire dans la revue de presse, eh bien que à l'origine de tout et de toute façon, il y a l'éducation. Bah, il y a l'école, c'est évident. Nombre de maux, dont est affectées nos sociétés, les sociétés occidentales, mais dans le monde en général, eh bien, est la conséquence, de dysfonctionnements, et plus que des dysfonctionnements, par rapport à la transmission, parce que derrière l'éducation, c'est une transmission. Qu'est-ce qui se transmet? Des valeurs civilisationnelles ou au contraire nous mène droit vers la barbarie? Et on voit justement l'expression de cette barbarie dans le monde aujourd'hui, et pas uniquement là où on l'imagine, mais aussi au cœur même de notre Occident, censé être tant civilisé. Donc je suis heureux de retrouver aujourd'hui Anne Coffinier dans cette matinale de Géopolitique Profonde TV, que je souhaite déjà saluer et remercier de sa présence aujourd'hui. Bonjour Anne. Bonjour Xavier Stocker, merci de votre invitation. Nous allons déjà, pour les auditeurs qui ne vous connaîtraient pas, rappeler que vous avez d'abord fait de grandes études, de hautes études, Normal Sup, Ulm, puis l'ENA, vous êtes normalienne et énarque, vous êtes par ailleurs, ensuite vous vous dirigez, même si votre carrière à l'origine est plutôt la diplomatie, vous vous dirigez vers l'entrepreneuriat social, de la défenseuse de la liberté scolaire et présidente de créer son école. Bah oui, pourquoi obligatoirement attendre tout de l'État et de l'éducation nationale si on peut créer sa propre école, Anne Coffinier. C'était la rentrée scolaire il y a peu, et nous avions d'ailleurs interrogé sur GPTV Claude Meunier-Berthelot. Je lui avais parlé du mammouth, de cette difficulté à le dégraisser, de la nécessité ou pas d'ailleurs de le dégraisser, ou bien au contraire d'avoir des alternatives. Peut-être une première question, je dirais, euh, sur la façon dont on traite politiquement, on va partir peut-être du politique pour aller petit à petit vers l'école, comment l'on traite aujourd'hui l'école dans les différents gouvernements. Moi, j'en viens, je viens moi-même de l'éducation nationale, même si je n'étais pas enseignant. Ce qui m'étonne à chaque fois, c'est finalement le, le côté un peu par-dessus la jambe dont on traite l'éducation nationale, à la fois lors des grandes campagnes présidentielles, où on n'en parle jamais, et puis après, quand l'élection a eu lieu, on dit « Ah, mais on a oublié de parler de l'éducation nationale ». Ben oui, c'est trop tard. Et des ministres dont on peut dire qu'ils n'ont de cesse de changer et d'être souvent de leurs petites réformes, quoique maintenant, les choses vont tellement vite qu'ils n'ont même plus le temps de produire une loi de réforme scolaire. De Comment vous analysez ce qui est bien plus qu'une crise? Je vous ai entendu, je crois, chez nos confrères amicaux d'Omerta, le journaliste, qui est plus qu'un journaliste d'ailleurs, vous dire, mais qu'est-ce que vous pensez de la crise de l'éducation nationale? Et vous aviez répondu, et peut-être qu'on pourrait partir de là, en disant, mais si c'est une crise, c'est quelque chose d'assez ponctuel. Là, on est dans le temps long, Anne Coffinier. Oui, effectivement, les rentrées se succèdent et le constat est toujours le même, c'est-à-dire que le système éducatif français n'est plus en état de fonctionnement, que le roi est nu et que ça se sait, ça se dit et ça se constate. Alors ça, c'est un aspect positif parce que vous savez que pendant de très longues années, certains avaient essayé de faire croire à la fable du niveau monte, hein. C'était même le titre d'un livre. Le Toujours. enfants sont géniaux, mais pas de la même manière que nous, et que donc c'est juste notre limitation d'esprit qui ne nous permet pas de saisir à quel point, finalement, il y a une sorte de régénération intellectuelle et finalement, il n'y a pas de problème. Alors ça, cette fable du niveau monte est derrière nous, et c'est déjà un aspect qu'il faut saluer. Ça permet déjà de regarder les choses en face. Pour autant, on ne peut pas dire qu'il y a un effort pour poser un diagnostic. C'est quelque chose d'assez impressionnant. Chez les hommes politiques actuels, effectivement, le sujet éducatif est tout à fait négligé. Je crois aussi, je fais
considérations féministes, mais je crois aussi que le sujet de l'éducation intéresse en général assez peu les hommes. Ils considèrent que ce sont les femmes qui sont dans ce sujet, et comme il y a quand même globalement moins de femmes et sphères de pouvoir que les hommes, déjà ça induit mécaniquement un rôle assez mineur du sujet éducatif. Ce qui est l'inverse de notre civilisation, hein, gréco-athénienne, où les hommes se considéraient même que c'était l'élément principal, l'éducation, et c'était des hommes qui éduquaient. Alors il y a pas que les racines de notre civilisation qui considéraient ça, il faut aussi considérer un truc très simple, c'est que c'est le cas de la gauche. La gauche sait que l'éducation est la mère de toutes les batailles. Et Ouais. d'une manière générale, tous les révolutionnaires ont donné à la question éducative un rôle absolument central. Par contre, chez les libéraux et chez les gens de droite, je distingue, il y a globalement un sous-investissement politique dans cette question. C'est-à-dire que dans la sphère particulière, la sphère privée, ils sont très investis. Mais dans la sphère politique, ils sont à la remorque de la gauche. Et ça, c'est constant. Et je me souviens avoir discuté avec un député qui me disait, ça fait 30 ans que la droite s'est désintéressée en réalité de la question éducative. En 68 déjà. Et elle fait la gauche avec un peu de retard et en traînant les pieds. Donc, en tout et pour tout, que dit la droite sur les questions éducatives? Elle dit il faudrait plus d'autorité, plus de discipline, plus de transmission et retour aux fondamentaux. Elle serine la même chose. Et c'est vrai. Mais on voit bien que c'est en disant ça qu'on reprend le pouvoir sur ce qui se passe au niveau de la politique éducative. Et son électorat le plébiscite cela. On le voit par exemple lorsque il y avait une forte cote de popularité de Jean-Pierre Chevènement, où il avait tenu exactement ce discours. Et alors ça plaisait beaucoup à l'électorat de droite. Mais ça plaît. Et je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a de cela, on va dire, 15 ans, je suis reçue à Valeurs Actuelles. Et le rédacteur en chef de l'époque, Fabrice Madouas, que je salue au passage, me dit: ah, vous comprenez, ça va être difficile de parler de liberté scolaire, parce que chez nous, le lectorat de Valeurs Actuelles, il est très très attaché à l'école publique et au mythe de l'école publique. Alors on sait que ça marche plus, on sait qu'il n'y a plus rien qui marche, mais il y a un rapport nostalgique si fort à ce mythe de l'école publique monolithique, une, égale pour tous, qu'il n'y a pas de disponibilité politique pour entendre autre chose. Et ça m'avait beaucoup, beaucoup intéressé. Et c'est vrai, à l'époque, c'était vrai. C'était vrai. Ce n'est plus vrai maintenant. Mais à l'époque, c'était vrai. C'est-à-dire qu'on savait que ça dysfonctionnait. Les gens avaient leur technique de contournement particulier à coup d'écoles privées, d'expatriation ponctuelle ou de cours de soutien ou de surinvestissement pour compenser les manques du système. Ça, c'était la sphère privée. Mais globalement, il était de bon ton de considérer que la France ne pouvait pas se passer d'une école publique qui fonctionne et qui soit l'outil majoritaire, voire exclusif, de scolarisation des enfants. Et aujourd'hui, ça a changé pour des raisons assez variées. Oui. Et je crois que l'hypocrisie générale qui consiste à prêcher la bonne parole qui est l'éducation nationale, seule solution moralement acceptable, tout en faisant tout à fait le contraire pour ses propres enfants, je pense que cette hypocrisie ne passe plus. On est à une époque où l'hypocrisie de manière générale ne passe plus. Et cette manière de faire faites ce que je dis, c'est pas ce que je fais, devient finalement une espèce de clé d'entrée dans le problème. Et on se dit, finalement, est-ce que tout le système ne repose pas sur le fait qu'on culpabilise ceux qui veulent prendre en main l'éducation, soit en mettant leur enfant dans l'école privée, soit en s'investissant eux-mêmes fortement, soit en faisant l'école à la maison, soit en créant une école, soit en apportant son énergie à une école libre. Donc on essaie de culpabiliser ces gens-là. On essaie même parfois de les criminaliser, comme avec la loi anti-séparatisme d'août 2021, qui cherchait à donner l'impression que tous les gens qui voulaient s'investir personnellement, activement dans la transmission étaient finalement des gens qui flirtaient avec l'antirépublicanisme, voire une sorte de sécession sociale, et qui alimentaient un communautarisme de repli qui était un danger pour la nation. Donc on voit qu'il y a une évolution profonde qui est très intéressante. Et je crois que les Français, de tous horizons d'ailleurs, y compris d'horizons issus de l'immigration récente, ressentent la nécessité de s'investir dans l'enseignement et dans l'éducation beaucoup plus qu'auparavant. Et
le prisme, le pacte de confiance naturel qui existait. On mettait son enfant à l'école publique, on ne réfléchissait pas. Ce pacte-là est mort. Chacun sait qu'on ne peut pas faire confiance comme ça. Il va falloir s'investir, il va falloir choisir, il va falloir compenser, il va falloir parfois, même si c'est désagréable, faire une certaine pression pour maintenir un niveau, maintenir une qualité dans le choix des livres, maintenir une discipline, éviter des harcèlements. Donc en fait, ce n'est plus quelque chose qui roule tout seul, c'est quelque chose qui nécessite un investissement très fort de la part des parents et c'est quelque chose d'assez fatigant à laquelle la société française n'est pas très prête, mais pour laquelle elle n'a plus vraiment de choix. Elle n'a plus le choix, mais finalement, c'est l'acte d'essai un peu de ce que fut les origines de la Troisième République, des hussards noirs de la République, de cette école, en effet, des instituteurs, de ces notables. On peut parler aujourd'hui de prolétarisation, en effet, du métier d'enseignant, mais finalement, c'est la fin d'une époque qui est une époque à la fois sur le plan éducatif, mais sur le plan politique général, non? Alors attention, quand on parle des hussards noirs, d'une manière générale, quand on parle, de ce qu'était, l'institution scolaire, sous la Mmh. Troisième République, il faut bien voir que c'était une institution scolaire ultra politisée, surinvestie d'objectifs politiques. Il y avait Oui. déjà l'objectif politique d'asseoir la République. Il y Mmh. avait rapidement, dans les années 1970, un objectif politique de revanchard, hein, contre la Prusse et l'Allemagne. Donc cette idée, comment dire, d'utiliser la jeunesse à travers l'école pour faire une société nouvelle, donc qui est une perspective révolutionnaire classique, hein, l'école pour faire un homme nouveau, c'était une perspective qui est vraiment consubstantielle à l'idée même d'école républicaine telle qu'elle a été mise en œuvre à l'époque dite de l'âge d'or de la Troisième République. Mais On c'est parle ce mythe, aujourd'hui, qui, semble rendre là, même si on voit bien que la production de l'homme nouveau, mais sous d'autres aspects en effet que, le mythe républicain du début de la Troisième République, est toujours aussi actif, hein. Cette notion de fabriquer un homme nouveau existe toujours, hein. Il est wokiste, il est différent. ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, l'école publique reste une matrice politique. Oui, Et elle reste une matrice politique quand même très affirmée. Simplement, le contenu de la matrice a changé, c'est ça. Totalement changé même, ouais. totalement changé. Et, euh, et, et ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il n'y a pas du tout autant d'unanimité qu'il y avait sous la Troisième Ah, République. Sous la Troisième République, les gens qui enseignaient dans l'école publique, bon, alors je mets de côté toute l'époque où il y a eu en fait des congrégations enseignantes oui, laïques qui se retrouvaient à enseigner. Il faut bien savoir que c'était massif. Donc, c'est aussi pour ça que, par exemple, si on regarde l'enseignement d'éducation morale et civique, on avait une éducation morale et civique qui était crypto-chrétienne. On remplaçait Dieu par le mot raison et pourquoi? Parce qu'une grosse partie du corps enseignant était directement des religieux dont on avait sorti la voilette. Donc cette première phase avec la fameuse phrase de Jules Ferry qui dit qu'il ne faut pas choquer ne serait-ce qu'un père de famille, donc il ne s'agit absolument pas d'aller choquer les consciences ou les mœurs, il faut vraiment rester sur la morale commune dite du bon père de famille. ouais, Donc c'est fini. voilà, puis on est assez loin, puisque depuis, assez longtemps, c'est une autre approche. C'est-à-dire, c'est une approche qui tire ses fondements dans la Révolution française, qui a été très, très bien expliquée de manière très limpide par Vincent Payon. Vous savez, Vincent Payon a écrit un livre, «La française n'est pas finie», et il expliquait finalement que ce travail, en fait, d'émancipation de l'enfant, en le sortant de la famille, en l'introduisant à la citoyenneté républicaine et révolutionnaire, ce travail-là, il prenait des siècles et qu'il n'était pas achevé et que c'était précisément la mission de l'école publique de l'achever. Donc, Mmh. en tout cas, aujourd'hui, on a une situation où bien sûr, il y a des courants woke, bien sûr, il y a toutes sortes de courants, à l'œuvre pour faire un homme nouveau, déconstruit, relativiste, interrogeant tout jusqu'à sa propre identité, sexuelle, à tout niveau. Donc il y a cette espèce de vertige de l'interrogation
Et si je n'étais pas français, et si je n'étais pas un homme, et si je n'étais pas héritier de telle pensée, et si je n'étais pas le fils de mes parents, et si. Donc il y a une sorte d'interrogation qui, à mon avis, est excessive pour des enfants parce qu'on ne peut pas tout interroger, sinon ça rend fou. Hein. C'est un travail de philosophe qu'on fait dans des conditions précises, en posant clairement un cadre de la pensée. Mais si on fait subir ça à un enfant qui interroge tout simultanément, je pense que ça conduit à un désarroi absolument abyssal. Donc on voit qu'aujourd'hui, on est toujours dans une structure de l'éducation nationale qui reste faite pour politiser, pour changer le corps social, et c'est d'ailleurs revendiqué largement par la gauche. Hein. Mais il y a une fracture, et ça c'est très intéressant, il y a une fracture assez importante au niveau des professeurs. Il ne faut pas croire qu'ils marchent tous sur ce pas-là, parce qu'eux-mêmes se rendent compte que cette approche-là déconstructiviste sape la possibilité même d'une transmission et d'une école, et sape la possibilité même de leur métier. Ils se retrouvent eux-mêmes dans une impasse à cause de cette idéologie véhiculée par l'institution qui les nourrit. Ça conduit à un immense malaise et de grandes interrogations où les hommes et les femmes qui enseignent dans l'éducation nationale prennent des voies très variées. Et c'est très intéressant, et il faut rester à la fois optimiste et attentif, parce que dans le grand chaos qu'on observe, il se passe des choses. On est trop dans une situation impossible pour qu'elle puisse se maintenir plus longtemps. Donc elle serait réformable, cette éducation nationale, ou bien faut-il aller au bout de la crise? Je me rappelle qu'à une époque, quand j'étais étudiant, on comparait l'éducation nationale à l'armée rouge. On disait: ah, mais l'armée rouge, c'est la première entreprise mondiale, et la seconde, c'est l'éducation nationale. Est-ce que Allègre ensuite a parlé de dégraisser le mammouth? Est-ce qu'on est nécessairement sur une réforme de l'éducation nationale, une énième réforme, ou bien est-ce que justement ça ouvre la voie, et on va y venir petit à petit, vers une autre école, ou en tout cas une école du libre choix, et on va arriver petit à petit évidemment aux écoles libres, aux écoles sous ou hors contrat. Bah, il y a 2 choses à faire, hein. D'une part, effectivement, il y a des réformes à lancer dans l'éducation nationale, et ces réformes, bien savoir qu'elles peuvent rien produire de significatif, si on n'attend pas minimum 15 ans. Ça veut dire qu'on s'inscrit dans le fameux temps long dont vous parliez précédemment. Et ça veut dire qu'il ne faut pas changer de ministre tous les 2 secondes, de président tous les 2 secondes et de cap tous les 2 secondes. Autant vous dire que des conditions de cette nature sont rarement réunies en France, et surtout pas en. Donc en ce moment, il y a rien à attendre. On ne peut absolument pas faire quelque chose de sérieux dans la situation politique actuelle. Il faut juste espérer qu'il n'y aura pas d'idées saugrenues supplémentaires qui seront introduites à la faveur du flottement généralisé qui caractérise cette période. Mais il n'y a rien à attendre actuellement en termes de réforme de l'éducation nationale. Maintenant, si on suppose un contexte différent, si on suppose un président de la République qui est fermement investi dans le sujet, ce qui ne s'est quasiment jamais produit, à part peut-être avec le général de Gaulle. Et encore, il faut quand Et même se encore. souvenir, historiquement, le général de Gaulle a laissé le statut de la fonction publique et l'éducation nationale aux communistes pour Eh éviter oui. globalement une révolution ou une contestation du pouvoir. Donc on ne peut pas dire que sur ce sujet-là, il est forcément qu'on ait reposé des bases dont on puisse s'inspirer. Mais en tout cas, si on a un président de la République qui est fortement investi, qui sait que c'est la bataille des batailles, et qui donne vraiment une carte blanche au ministre, et qui lui dit: «Je sais que ça va être difficile, je sais qu'il va y avoir des gens dans la rue et je sais que ça va prendre 15 ans, mais on y va». Alors oui, il y a des choses qu'on peut faire. Et parmi les choses qu'on peut faire, il y a des choses qui sont avant tout structurelles. Parce que bien sûr, Allons-y. changer les programmes, d'abord il faut les alléger, les simplifier et les stabiliser. En sortant tout ce qui est lié à l'hyper contemporain, aux questions d'actualité brûlante, qu'on peut faire éventuellement en terminale. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avant, c'est pas très utile. Il vaut mieux se concentrer sur des choses plus stables et moins polémiques, ce qui permettra d'éviter que les professeurs se censurent de tous les côtés, et qui permettra de donner un cadre qui permet de penser ce qui advient en étant un peu arraché à l'hyper actualité. Donc, la question des programmes, oui, bien sûr, on peut la modifier, mais c'est pas, à mon avis, absolument central. Ils sont pas si mauvais que ça. Ils sont excessifs, ils sont papillonnants. Bon, la question des volumes horaires, oui, ça va pas.
Il n'y a pas assez de volume horaire pour les matières fondamentales. Donc, il n'y a pas de mystère, si vous voulez. Quand il n'y a pas de temps pour apprendre une matière, on ne l'apprend pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il faut avoir le temps d'apprendre, de répéter, il faut le temps du travail personnel, il faut le temps de la lecture. Il y a un travail important à faire aussi sur tout ce qui est numérique. On ne peut pas négliger la révolution de l'intelligence artificielle, ça nécessite une formation massive et des décisions absolument drastiques, sur la question de l'intelligence artificielle. C'est formidable ce qui se passe, mais c'est effrayant, formidable au sens littéral du terme, hein, qui formis, hein, qui inspire l'effroi. C'est-à-dire que c'est saisissant de potentialité et saisissant de catastrophe, hein. Oui. Faut s'en emparer, c'est un sujet majeur, on devrait en parler absolument tous les jours. Ça devrait être le sujet numéro un de formation des professeurs et des parents, accessoirement. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue. Et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.